Bienvenue, stratège. Aujourd'hui, nous allons ensemble apprendre à défendre avec les hommes. Suivez ces consignes et votre victoire est assurée. Je laisse la parole à notre cher Éternal. Merci Dame Galadriel. Bienvenue à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un build order plutôt défensif homme qui est très simple à utiliser, mais vous allez voir qu'il y a des spécificités, des choses à faire attention, notamment sur les match-ups et sur l'utilisation. C'est parti, let's go. Et nous sommes partis pour ce petit build order homme. Nous allons avoir deux joueurs qui vont jouer ici, et nous avons le joueur Maru qui s'appelle Jojo, du coup, sur sur le ladder d'Arena, face au joueur Falcon qui jouera Lisengard. Donc, toutes les actions qui vont suivre dans ce build order, donc que Maru va exécuter d'une main de maître, sera en fonction du match-up d'Isengard, tout simplement. Le build order commence, nous faisons deux fermes à 97%, avec une caserne et une ferme. Donc c'est jusque-là très normal, il n'y a rien qui sort de l'ordinaire. Je pense que tout le monde à peu près sait faire ça maintenant. Donc les trois fermes à 97% pour avoir plus 25 de ressources. Et je crois qu'il a eu un petit plus 24. Bon, ça peut arriver sur cette carte avec les rochers, bon, c'est pas grave. On va directement start avec des piquets du Rouen. Il aurait pu partir sur des soldats pour essayer de faire une agression en early, mais vu qu'il est face à Isengard, il peut y avoir des wargs ou des Uruk, et donc il préfère jouer défensif. On le rappelle, c'est un build order qui est plutôt défensif. Une fois qu'il a 300, après avoir fait son piqué, il achète son archerie. Ici, il cache-note un petit peu, mais voilà, il va payer son soldat du Gondor. Normalement, il doit payer son soldat du Gondor, il devait faire attention à autre chose, c'est pas très grave. Et ensuite, son archer. Donc là, pour l'instant, il reste sur 3 fermes. Il positionne ses bâtisseurs ici, probablement peut-être ici après, pour faire une assise au cas où. Pendant ce temps, il creep le warg, voilà. Donc ceci va lui octroyer à peu près 250-300 de ressources. Oui, non, c'est ça, à peu près 250 de ressources qu'il va pouvoir utiliser pour faire une ferme supplémentaire. Pourquoi? Parce que il ne va tout simplement pas arrêter la production d'unités sur 3 fermes. Voilà. On a le deuxième bataillon d'archers, enfin le premier, pardon. Le deuxième qui va être cliqué. Les archers coûtent seulement 250 maintenant, donc c'est plus facile de s'expandre. Et voilà. Là, il cache un petit peu, il vient d'avoir l'argent des wargs, il produit toujours plus de soldats, il achète sa 4e ferme. Comme on peut le voir, production constante d'unités. Son petit piquet revient ici. Et en fait, ici, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va positionner ses soldats du Gondor en attente pour potentiellement un rush Uruk ou des wargs ou des hommes du Pays d'Ain qui pourraient passer par là. On voit ici sa vision qu'il n'y a aucune attaque ennemie, donc il fait que masser. Et là, qu'est-ce qu'il va décider de faire? Ok, j'ai assez de soldats anti-bâtiments, donc ces soldats et ces piquets vont pouvoir détruire les bâtiments. Ces archers vont tout simplement rester en défense. Derrière ceci, il va construire une statue au cas où l'adversaire en fait arrive et qu'il est seulement les archers. Ben, en fait, avec la statue, les archers n'auront pas forcément besoin de beaucoup de défense devant eux. Le petit groupe ici va partir en attaque et on va explorer. Alors je reste sur la vision de l'homme pour vraiment se projeter dans la game. On ne regarde pas les actions de Lisengard, on regarde plutôt les actions de l'homme. Et là, on peut voir qu'il a beaucoup de ressources parce que l'adversaire n'est pas très agressif, donc hop, ça lui convient. Il va directement upgrader l'archerie au niveau 2 et faire un piquet du rang, plus une ferme, tout simplement. Avec cette attaque, il vise à éliminer l'économie de l'adversaire. Il n'y a pas grand chose qui peut l'arrêter à part une armée Uruk bien placée, mais vu que l'adversaire n'a pas d'informations, eh bien c'est ce qui va se passer. Sauf que la différence, c'est que l'adversaire va essayer lui aussi de faire des dégâts maintenant, sauf que ici, on le prend par surprise d'abord, et ici, on a des archers du Gondor. Ok, il a annulé la statue, je sais pas pourquoi, peut-être qu'il s'est dit il n'y a pas d'attaque, je vais plutôt annuler la statue, faire plus de fermes. Donc là voilà, on a les rôdeurs niveau 2 de l'archerie. Ici, les archers vont pouvoir défendre, alors on voit pas parce qu'on est concentré ici, c'est pas très grave. Vous allez voir que Maru, quand il joue homme, il est chill. Et en fait, il joue extrêmement défensivement avec les hommes. C'est pour ça que j'avais envie de vous montrer ce replay. C'est qu'il n'est pas forcément le plus actif au niveau des APM. Il n'est pas forcément le plus optimisé. Mais en fait, il va juste utiliser les atouts d'archer au plus. Donc il a réussi à détruire 2 fermes.
très très bonne attaque. Maintenant, il risque de perdre cette armée, c'est pas très grave. Parce que derrière, en fait, on a Switch, Rôdeur, Piquier. Et maintenant, bah, on a juste à attendre l'adversaire. On a la supériorité technologique. L'adversaire est parti sur un Antra-Warg, un Puy-Rook et des lanceurs d'âge, qui est assez classique dans ce match-up. Parce que généralement, il y a des chevaucheurs de Warg qui arrivent. On s'avance un petit peu ici maintenant avec l'archer pour voir un peu ce qui se passe. On voit qu'il n'y a rien du tout. On prend la vision, voilà, on voit qu'il n'y a rien. On prend pas de risque hein, avec cette armée, on va rien pouvoir détruire. Est-ce que peut-être, voilà, on va creep l'Antra-Gobelin, on voit ça. Bon, pendant ce temps, on continue les rôdeurs, on continue de faire des fermes. Et juste on reste chill. Vous voyez, même il cache faute beaucoup d'argent. Juste il est tranquille chez lui. Et il sait qu'en fait, maintenant, il a l'avantage technologique qui fait qu'il pourra gagner n'importe quel combat contre des Uruk, en fait. Hein. Clairement, les rôdeurs qui font partie des meilleurs archers du jeu, surtout à ce stage-là de la game, c'est très très fort. Maru va voir ce groupe de Warg, mais il est prêt, il a ses rôdeurs, c'est piqué. Je pense pas que ces groupes de Warg vont faire grand chose. Voilà, ici il creep, donc encore une fois très défensif, très macro. Il va chercher l'argent, il va chercher l'avantage économique qu'il peut avoir. Il voit l'armée de Rook ici, il se replie. On a encore des rôdeurs qui sortent, les bannières qui sont achetées pour ensuite bientôt acheter les héros. Et puis voilà, on a 3 groupes de rôdeurs déjà, et ça c'est plutôt inattaquable pour Isengard. Ici on a une petite assise qui est construite pour la défense, ça va pas changer grand chose, mais ça va ennuyer l'ennemi. De ce côté-là, on a un piqué, je ne sais pas, j'ai pas trop vu ce qu'il faisait, mais voilà, il a amené l'armée ennemie un peu du côté du troll. Voilà, les rôdeurs qui juste empêchent l'Isengard d'attaquer. Tant qu'Isengard n'a pas l'Urd, tant qu'Isengard n'a pas des chevaucheurs de Warg, ça va être difficile de venir. Et donc, Maru a réussi à forcer son adversaire dans une game de macro. Parce qu'en fait, l'Isengard n'a tout simplement pas de réponse aux rôdeurs à ce niveau-là de la game. Hein. Il va falloir faire l'Urd, il va falloir faire un Saruman plus tard, il va falloir faire des Warg. Donc ça amène des chevaucheurs de Warg, ça amène l'Isengard à jouer de manière beaucoup plus défensive et souvent les adversaires en fait, ne savent pas trop quoi répondre à ça. Pourquoi? Parce que l'Isengard a besoin d'être très agressif en early game contre les hommes, ce qu'il n'a pas été, il a plutôt joué macro, mais maintenant il se retrouve avec une armée de Rukai, de lanceurs de hache, qui est bonne, qui peut prendre cette armée là. Mais attention, les rôdeurs sont quand même très bons, on a la caserne niveau 2, le marché qui a été construit. De ce côté-là, les archers qui reviennent après le creep. Et les rôdeurs hein, sont déjà niveau 2, donc plus de flèches. Et voilà. Et on a déjà repoussé le push ennemi. Donc on a utilisé un RC défensif, mais un rally call du coup, défensif, mais c'est pas grave. Tant qu'on repousse l'ennemi, tant qu'on le tient à distance, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'on a le marché. Et le marché va être la plus grosse... le plus gros step-up économique que vous pouvez viser. Ça va vous permettre d'avoir des fermes bien meilleures que votre adversaire. Et ensuite, ce gameplay défensif très campy, hein, très... Oui, c'est ça, très défensif, va jouer en votre faveur. Pendant ce temps, l'Isengard, en fait, n'a pas vraiment accès à ses pouvoirs économiques. Hein. On a 2 pouvoirs 5, mais on n'a toujours pas dévastation. On est très loin d'avoir attisé les feux. Donc en fait, on est dans une situation où les hommes ont déjà leur meilleure économie possible, c'est-à-dire avec le marché, même s'il est qu'à 650 de population. Alors que l'Isengard en est trop loin. L'Isengard commence à jouer macro, mais il n'y a pas d'excavation. Et on a seulement une série. Donc en fait là maintenant c'est un petit timer qu'il y a pour l'Isengard, c'est-à-dire plus ça dure, plus ça va avantager les hommes. Pourquoi? Parce que les hommes vont commencer à sortir des héros. Ils vont commencer à avoir une économie vraiment excellente grâce au marché. Et en plus voilà on creep. Et juste on attend. Regardez ce gameplay absolument pauvre en APM. Et c'est voilà, hein, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup grand chose de plus. Vous avez forcé l'Isengard dans une game macro. Alors après le joueur Isengard pourrait jouer beaucoup plus agressivement, pourrait attaquer un peu plus les côtés, mais c'est à ce moment là où en fait garde la tour et rôdeur devient aussi très efficace parce que c'est un groupe d'unités qui encore une fois difficilement tuable à part si on a une armée supérieure. Du côté de Maru, voilà, on est à 875 de population et on a le premier héros qui sort, Faramir. Voilà, donc on voit l'armée ici passer, on va sûrement renvoyer des renforts, vous voyez. On voit que toute l'armée Isengard est là, donc on y va. On creep le troll. Pourquoi? Parce que c'est gratuit, hein, tout simplement. Il sait que le joueur Isengard ne joue qu'avec une grosse armée, donc apparemment il est voilà plus sur un joueur qui est plus sur du 4v4. Et en effet, Falcon est plus un joueur 4v4 que 1v1. Et les joueurs 4v4 ont tendance à faire des gros groupes d'armées comme ça. Et c'est à vous d'en prendre
d'en prendre avantage. On a un gros buff plus le debuff qui est envoyé par Isengard. Donc là, Marou sait que c'est un mauvais fight qui l'attend, surtout qu'on a beaucoup d'épées Historiques. Vu qu'il n'y a pas de cave du côté de l'homme, l'Urukai, l'Isengard peut faire seulement des épéistes, des lanceurs d'âge et des archers. C'est là où peut-être, si vous voulez jouer de manière un peu plus agressive, vous pouvez faire de la cavalerie. Mais ici, Marou, il s'en fout, il cache flotte. Il va acheter ses héros. Il a son marché. Et tout simplement, il se replie un peu sur sa forteresse pour prendre un meilleur combat. Les Crébins, je ne sais pas vraiment où ils sont. Voilà, ils ont été déplacés enfin. Et là, maintenant, voilà, maintenant c'est un excellent fight pour Marou. Pourquoi? Parce que là, la cavalerie va avoir beaucoup de mal d'essayer de se frayer un chemin. Et voilà, on se prend les piquets du rang. On arrive à écraser un petit peu de rôdeurs, mais le trade était bien meilleur pour Marou parce qu'il a pris beaucoup plus de points de pouvoir. On a la tour isolée qui est disponible. On a perdu pas mal de rôdeurs quand même, mais le fight va favoriser Marou. Hein. Faramir qui a très peu de points de vie, mais qui est niveau 3. On a Lurz, hein, niveau 2. On va le heal. Faramir, attention. Flèche de terreur de Faramir. Lurz qui va mourir, du coup. On a les flèches de feu derrière ça. Et voilà. Hein. Donc je pense qu'à partir de là, le BO peut être altéré parce qu'il y a tellement d'actions qui vont se produire dans votre partie. Je pense qu'on peut arrêter à peu près à ce niveau-là. Mais si vous voulez voir un peu la suite, donc Marou va continuer avec ce gameplay défensif. Et il va tout simplement avancer. Maintenant, il a l'avantage technologique. Il a une très bonne économie, même s'il est un peu derrière en point de commandement. Et les flèches de feu, voilà. Les flèches de feu sont très très fortes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'armure lourde. Et déjà, en fait, avec l'armure lourde, les flèches de feu sont fortes. Mais sans armure lourde, alors là, c'est le massacre complet. Regardez, il meurt immédiatement. Tour isolé. Qui doit être à portée de la baliste. Mais voilà, vous avez à peu près l'idée. Je vais très défensivement contre les hangars. C'est pas le seul BO hein, disponible contre les hangars, mais voilà. Maintenant, les hangars qui commencent à peine à rattraper son déficit technologique avec Saruman, qui va faire un beau Wizard Blast. Mais voilà, une fois qu'il y a Faramir et les rôdeurs flèches de feu, Saruman ne peut pas faire grand chose. Et vous avez vraiment besoin de Saruman en tant qu'Isengard. Voilà, et Maruk a commencé un peu à split son armée finalement. Donc, je pense qu'on a fait le tour du build order. Et avec ceci, eh bien, il va tout simplement gagner. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer le build order directement en partie pour que vous voyez exactement c'est quoi le but en fait. Quel est le but? Quel est le but de cette ordre de construction? On va le refaire sur la même carte, donc Eric 3. On peut mettre une IA. Ça va pas faire grand chose de toute façon. Ah ben voilà, l'IA en plus, alors qu'elle était à la devoir, c'est devenu Isengard. Donc là, je vais juste vous montrer les 5 premières minutes du build order pour que vous le compreniez bien. On commence, bâtisseurs, on les déplace. On va faire 2 fermes à 97%, tout simplement. Alors vous voyez, sur cette carte, il faut faire 7 fermes. Marou s'est fait avoir, nous on se fait pas avoir. Parce qu'on y fait un peu attention. Il faut faire 7 fermes en premier parce qu'il y a les collines ici qui bloquent un petit peu. Donc là, on a 2 fermes à 97%. En pouvoir, vous pouvez tout simplement laisser les pouvoirs comme ça. Parce qu'en fait, vu que c'est un BO défensif, vous pouvez même commencer rebuild. Je vous le déconseille. Il vaut mieux prendre le cri de ralliement. Hein. C'est même très nécessaire. Mais on sait jamais. Vous pouvez attendre de prendre votre pouvoir. Ici, on va faire notre petite caserne. Donc pour placer les bâtiments comme ça, vous les mettez dans la zone rouge et ensuite dans la zone constructible. Hop. On fait notre petit contrôle groupe. On déplace la bâtisseur pour faire la 3e ferme. Hop. Et voilà. Et ici, on chill. Votre première unité, du coup, sera des piquets pour aller chercher le warg. Donc ça, c'est plutôt faisable à peu près sur toutes les maps et à peu près contre toutes les factions. Faire attention quand même, par exemple contre Angmar, ça peut être dangereux, car les orques sont rapides et peuvent vous prendre vos fermes, mais c'est plutôt bien. On fait le premier piquet. Et en deuxième bâtiment, on va faire notre archerie pendant que notre piquet se construit. On place le bâtisseur ici, au cas où l'ennemi arrive. En fait, on peut mettre une assise comme ça, et ça empêche qu'il puisse attaquer sur ce front-là. Du coup, il sera obligé d'aller ici. Et là, bah, ici, il se fait tirer par la Forto. Voilà. Mais évidemment, c'est que s'il vient. On construit le sol à Digondor après, et on va creep avec notre piquet. Vous pouvez lui mettre en groupe de contrôle ou pas, ça c'est pas très important. Maintenant, les archers sont à 250, on peut les cliquer directement. Et voilà, maintenant on produit sur 2 fermes. On a un petit groupe ennemi, voilà, c'est des piquets. Donc peut-être que notre adversaire pensait qu'on allait faire un start cavalerie. Il nous a fait un start piqué blind, ça s'appelle.
Et bon, il attaque la caserne, bon c'est Lia, voilà. Mais sachez que ce build order, ce groupe, ça peut exister. Hein. Quelqu'un qui se start piqué, ça peut exister. Donc voilà, on va tout simplement défendre avec nos soldats. On continue de produire un soldat, un archer. Et avec l'argent du creep. Donc voilà, petite technique, vous cliquez droit et ensuite avec Alt, hop, on va faire notre 4e ferme. Tout simplement. Alors la 4e ferme, c'est pas très important qu'elle ait un très bon pourcentage, mais au moins dans le vert, ce serait bien. Ici, on va faire un piquier supplémentaire. On a un peu peur de la cavalerie. Et voilà. On a 2 archers. On a assez d'argent pour se faire une 3e ferme. Mais on va plutôt faire un archer parce qu'on est très défensif. Une 5e ferme. Là, on peut la faire. Pareil, on va la mettre plutôt chez nous. Et ici, on attend le piqué. Maintenant qu'on a 4 unités, on voit qu'il n'y a pas de grosse agression ennemie. On peut faire exactement comme Maru, aller sur le côté ou carrément devant. C'est mieux d'aller sur le côté. Pourquoi? Parce que l'armée ennemie, s'il a une armée, viendra plutôt frontalement. De ce côté-là, on va reproduire un soldat. Ou plutôt un piqué parce qu'on a peur de la cavalerie sur nos archers. Et on continue de faire des fermes, tout simplement. Ici, on va faire notre 7e ferme. Avec ce groupe, on va aller à l'attaque. Et les archers, ici, on regarde la vision, on regarde la mini-carte. Gros conseil, regardez la mini-carte. Par exemple, vous vous concentrez sur votre armée, vous savez pas ce qui se passe chez vous, vous regardez la mini-carte. Est-ce qu'il y a une couleur adversaire? Voilà, les archers ici vont défendre. On voit qu'il n'y a pas d'agression. Je pense qu'on peut... Ah voilà, on a une première agression. Enfin, 2e agression du coup. On va upgrade ici. Et on va prendre le cri de ralliement. Parce qu'on va faire notre attaque ici. On va voir si notre adversaire buff. Bon, il a pris Palantir. C'est Lia. Sachez que par exemple, Maru aime bien start Palantir dans certains match-ups, ça existe. Ici, on va buff et on va directement détruire les fermes. Pendant ce temps-là, nos archers défendent la base. Et ici, on va ignorer l'armée ennemie. Si jamais il y a des unités comme ça qui vous chase, vous pouvez séparer un bataillon et split, ça va être très important. On a les rôdeurs qui sont prêts. Et de ce côté-là, on va aller creep les petites araignées ici. Pendant ce temps, on a notre petit groupe de contrôle ici. Et on va prendre une 2e ferme. C'est parti. On commence la production des rôdeurs, on fait un piqué supplémentaire. Ici, on peut même créer une ferme en plus. Donc, on avait vu que Maru avait beaucoup cash float. Nous, on aime faire des fermes. Ça peut être un peu plus dangereux parce que une fois que vous faites une ferme, il faut être sûr de pouvoir la tenir. Mais si on voit que l'adversaire a pas mal de troupes chez lui, il nous attaque toujours pas, il vient de perdre 2 bataillons dans notre base. Donc nous, voilà, on voit qu'il y a tout ça chez lui, il a perdu 2 bataillons, il n'y a pas de grosse attaque qui va arriver ici. On a les premiers rôdeurs. Et voilà, on va défendre, on va laisser des petits groupes ici, des petits groupes par là. Ici, cette armée va pas pouvoir s'en sortir, les groupes sont plus rapides, donc on va essayer de faire un meilleur trade possible. Ici, on a creep, et voilà. Vous êtes désormais dans une situation, vous avez l'avantage économique contre l'Isengard, vous n'avez pas pris de dégâts, et vous en avez détruit, vous avez détruit des fermes importantes. Là, vous avez perdu une armée importante, donc il va falloir reproduire des unités. Ici, on a une petite agression, et on va envoyer tout simplement ce groupe défendre parce qu'on a une armée conséquente quand même. Hein. De ce côté-là, vous voyez, on a tellement d'argent qu'on peut faire un marché directement comme Maru et acheter les bannières. Et voilà, à partir de là, une fois que vous avez cliqué sur le marché, que vous avez une bonne masse d'infanterie et que vous avez défendu les premiers assauts ennemis, que vous avez fait des dégâts économiques, alors en fait, vous êtes le roi du pétrole tout simplement, et tout ça sans cavalerie. Vous pouvez plus tard ajouter de la cavalerie contre Isengard pour renforcer l'harcèlement. Surtout si vous faites face à un joueur Isengard qui va avoir des cavaliers warg ou des petites warg avec charcou, là il vous faudra très certainement investir dans Éomer et de la cavalerie pour défendre plus simplement votre base, vos fermes. Ici on voit des petits marcassins bouger, donc voilà, regardez l'armée ennemie qui arrive. On va envoyer toutes nos troupes. Et avec ce petit groupe, voilà, on peut avancer, on peut prendre des infos. Bon, moi je suis un peu plus agressif que ça. Je joue pas comme Maru, j'aime être plus agressif, mais là voilà. On a 3 bataillons de rôdeurs, presque niveau 2. Ici on achète Faramir. Ici on a le Grand Harvest qu'on va cliquer, donc les récoltes abondantes. Ici on interpelle les groupes d'harcèlement et voilà, tout simplement. À partir de là, vous avez réussi votre coup, vous avez réussi à tenir l'agression d'Isengard et vous êtes maintenant dans le mid-game, dans le milieu de partie où les hommes prennent vraiment l'avantage contre Isengard. Tout simplement. Ce build order peut être effectué contre d'autres factions. Alors Maru l'a effectué de cette manière-là parce que en fait, l'Isengard est très agressif en early game et c'est là qu'ils peuvent vraiment prendre l'avantage contre les hommes. Mais vous pouvez également l'effectuer contre, par exemple, le Mordor, contre
de Langmar, contre un peu toutes les factions qui sont agressives. Voilà. Voilà, et maintenant, regardez, on a beaucoup d'argent, on a tellement d'argent qu'on devrait reproduire plus de fermes pour avoir plus de population. Et maintenant, voilà, à partir de là, on peut même cliquer sur les flèches de feu bientôt. Très bien de faire plus de héros, on peut mettre la caserne niveau 3. Voilà, laisser les piquer dans les archers. Alors vous pouvez les mettre en défensif puis ensuite en porcupine. Ou alors appuyer sur S dans les rangs d'archers et ça les stoppera, tout simplement. Voilà, j'espère que ce petit build order vous aura plu. C'est le début d'une nouvelle série. J'espère que ça vous plaira. J'ai toujours une grosse vidéo en attente qui devrait arriver. Bon, je ne sais pas quand exactement, mais j'ai déjà fait le texte. Et j'ai pas trop eu le temps de le faire, mais c'est pour ça que je vous propose des plus petites vidéos un peu plus sympas en attendant. Mais oui, donc voilà. Build Order Home cette fois-ci, on verra ce qu'on fera la semaine prochaine. Si vous avez des idées, si vous voulez en savoir plus sur certains Build Order, dites-le moi en commentaire. Quelle faction devrais-je faire la prochaine pour le prochain Build Order? Dites-moi. Est-ce que je devrais faire les gobelins? Est-ce que je devrais faire les elfes, le Mordor, les nains? Voilà, dites-moi en commentaire quelle faction vous aimeriez voir sur la chaîne avec un Build Order, voilà, un peu plus analysé, un peu plus mieux comprendre à quoi sert un Build Order, hein, pas simplement voilà, construire comme j'ai dit juste avant. Et sur ce, je vous souhaite une magnifique journée, soirée ou nuitée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Je vous embrasse mes chéris. Salut à tous!